It's just a restless feeling by my side. Pensez-vous que votre art appartient au musée? Well, if we have to talk, this is going to be very hard because I thought department stores were the new Je museums. pensais que les grands magasins étaient les nouveaux musées. I'm sitting next to something. Behind you, there's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want. Les traits d'un visage ont été répétés 10 fois en noir sur 2 rangées horizontales. Le reste de la surface est couvert d'une peinture d'un blanc argenté. Le tableau intitulé Ted Lises, dit Lys, mesure 5,65 m de long sur 2,01 m de hauteur. Peint en 1963 à New York par Andy Warhol, il a été acheté par le Musée national d'art moderne de Paris en 1986, quelques mois avant la mort du peintre. Je n'ai jamais voulu être peintre, je voulais être danseur de claquettes. Jusqu'en 1960, le jeune Warhol était un graphiste prospère, travaillant avec beaucoup de succès pour la presse et la publicité. Soudain, les collages de Rauschenberg lui ont donné l'envie de devenir lui aussi peintre et célèbre. Il prélève dans les journaux des publicités, même les plus vulgaires, qu'il agrandit par projection. Pansement pour corps aux pieds, chirurgie esthétique, bouteille de Coca-Cola, boîte de soupe Campbell, reproduite au pochoir à la peinture acrylique. C'est alors l'apogée de la consommation de masse. Le modèle américain achève d'envahir le monde. Août 1962. Mort de Marilyn Monroe. Dans la presse du monde entier, des images de l'actrice. Dès son enfance, Andy Warhol a collectionné photographies d'acteurs, affiches, magazines de cinéma. Il choisit une photographie de Marilyn. Il la recadre. Et pour la première fois, il a l'idée d'utiliser la sérigraphie pour fabriquer une image. Il la tire en série en déclinant plusieurs variantes. Le visage de Marilyn rendra Warhol célèbre. Warhol est parti d'une idée simple. L'image a acquis un pouvoir immense dans nos sociétés. Il s'empare donc des images les plus envahissantes, les détache, les épure, les colore, les décolore, les multiplie. Warhol s'intéresse ensuite à une autre actrice célèbre, Elizabeth Taylor. Entre 1961 et 1963, toute la presse en parle. Elle tourne Cléopâtre, film au budget colossal. Warhol découvre dans le magazine Life une petite photo. Il en tire par sérigraphie un tableau de 3,60 m de haut. C'est Elizabeth Taylor à cheval dans un de ses premiers films, Le Grand National. Elle a alors 12 ans. Puis Warhol compose une double lise d'un peu plus de 2 mètres de côté. Elle est issue d'une photographie de sa collection, prise à l'époque du tournage d'Une place au soleil. Elle a 17 ans, elle est déjà une grande vedette. Les hommes de sa vie. Encore un panneau géant.
Warhol sérigraphie une photo montrant Taylor avec son troisième mari, Mike Todd, et le couple Eddie Fisher, Debbie Reynolds. L'avion de Mike Todd s'écrase. L'accident, le chagrin de l'actrice, veuve à 26 ans, ont un écho mondial. Taylor se laisse consoler par Eddie Fisher. Scandale, divorce des Fisher, mariage d'Elizabeth et d'Eddie en 1959. Alors qu'elle commence à tourner Cléopâtre à Londres en mars 1961, Taylor est victime d'une pneumonie virale. Hospitalisée, elle tombe dans le coma. Elle se rétablit. Le tournage reprend. Richard Burton joue Marc-Antoine. Nouvelle liaison. Le couple Fisher-Taylor éclate. Warhol reproduit la première page du Daily News, évoquant la rupture, et en fait un panneau géant. Toujours d'après Life, Warhol compose une autre grande toile de plus de 2 mètres de haut. Lise bleue en Cléopâtre. Le même cliché répété 15 fois. À la fin de la série, des superpositions de l'image. À la sortie de Cléopâtre, début 1963, les alternances de drame et de succès ont effacé les scandales. Elizabeth Taylor a 31 ans. Elle est très aimée du public qui la surnomme Liz. Elle est, selon la presse, la première des stars, la plus célèbre, la mieux payée. Ses yeux bleu mauve, entre améthyste et lilas, sont, dit-on, les plus beaux du cinéma. Dans la collection d'Andy Warhol, plusieurs photos prises 4 ans plus tôt, pendant le tournage de Soudain l'été dernier, le film de Joseph Mankiewicz, d'après une pièce de Tennessee Williams. Warhol en choisit une, il recadre le visage de l'actrice et envoie le cliché à un atelier spécialisé new-yorkais. Passer d'une photo à un écran de sérigraphie nécessite d'agrandir le cliché initial par prises de vue successives. Les contrastes peuvent alors être renforcés ou atténués à volonté. Résultat, un grand film tramé qui va permettre d'impressionner l'écran. L'écran de sérigraphie, jadis en soie, est un tissu synthétique à mailles plus ou moins serrées selon l'effet désiré et est tendu sur un cadre. Il est enduit d'un produit photosensible. Le film est fixé sur cet écran et l'ensemble exposé à une lumière très vive. L'écran est lavé à l'eau. Des parties noires, non impressionnées, se dissolvent et libèrent les mailles de l'écran. Les parties blanches, au contraire, durcissent en obstruant les mailles. L'image obtenue sur l'écran est donc négative. Après séchage, l'écran est posé sur le support, papier ou toile. De l'encre est versée puis étalée sur l'écran. À l'aide d'une raclette, elle est ensuite pressée fermement. Le colorant traverse les mailles libres du tissu et donne donc une image positive. L'écran peut servir un grand nombre de fois. Pour Ten Lises, Warhol a fait fabriquer un écran carré d'environ 1,06 m de côté. Comme support, il a choisi une grande toile de 5,65 m de long, un tissage de coton et de lin déjà enduit. Il l'a couverte d'un pigment blanc argenté, peut-être à l'aide d'une bombe aérosol pour carrosserie de voiture. Puis il a appliqué 10 fois son cadre de sérigraphie sur cette surface. La toile ne mesure qu'un peu plus de 2 mètres de haut. Warhol a donc laissé se chevaucher légèrement les impressions verticales.
Comme pour la plupart de ses autres sérigraphies, il a joué avec les hasards de la technique. Un excès d'encre ou de peinture peut produire des bavures. Une raclette usée ou mal manipulée peut produire des traces irrégulières. L'écran peut s'encrasser, les pores se bouchent, l'image devient plus pâle. L'écran laisse l'empreinte de sa trame sur la toile et donne donc à l'image une allure de document de presse. Le visiteur de musée devant un tel tableau est d'abord décontenancé. La toile est plus haute que lui. Chaque visage répété a 1 mètre d'envergure. La dimension même impose que le visiteur se déplace. Il constate alors que la peinture argentée passe du brillant au grisâtre selon l'incidence de la lumière. De même, le mariage de la texture de la toile avec la trame de la sérigraphie crée de multiples petits effets de moiré. Le cadre servira plusieurs années de suite. Lise est traitée sur des fonds de couleur selon le même principe que Marilyn. Warhol avait une passion effrénée pour l'argent et rêvait d'être toujours plus riche. La sérigraphie a donc été pour lui une idée commerciale de génie. Elle lui permettait de tirer des tableaux en série et de satisfaire ses clients dans de très brefs délais. Les tableaux, j'ai essayé de les faire à la main, mais je trouve que c'est plus facile avec l'écran de sérigraphie. Comme ça, je n'ai pas du tout besoin de travailler sur les objets que je fais. Un de mes assistants ou n'importe qui d'autre peut reproduire le motif aussi bien que moi. Dix visages se succèdent comme en écho. La répétition modulaire de la même image est comme une parabole de la production de masse, de la chaîne industrielle de montage. Les raccords irréguliers entre les portraits sont comme les bavures des objets moulés en série. Boîte de conserve ou visage, la série est là pour traduire un monde où la quantité, le parcellaire, la répétition obsessionnelle ont tout envahi. Warhol détruit l'image en la répliquant, en la rendant encore plus superficielle. Du sujet à la photographie, de la photographie à la sérigraphie et de la sérigraphie au tableau final, la chaîne mécanique de la reproduction assume cette métamorphose proliférante. La répétition n'est pas là seulement pour créer un motif décoratif, mais bien pour induire une sorte de vertige. Le procédé disperse le regard, anéantit l'aspect unique, instantané, exceptionnel d'une photographie de la star. Il montre au spectateur qu'elle n'est qu'une image, et même l'image d'une image. Qu'elle n'est qu'un objet de consommation, comme Coca-Cola ou la soupe Campbell. La démarche du peintre rejoint, de façon peut-être involontaire, certaines critiques radicales de la société capitaliste. Dix images, comme les 10 commandements. Mais injonction à quoi? À regarder? À consommer? À rêver? En même temps qu'il multipliait ses Marilyn et ses Lise, Warhol s'est emparé d'autres personnages. En janvier 1963, la Joconde arrive aux États-Unis. Warhol en tire de multiples variations. En novembre, c'est l'assassinat de Kennedy à Dallas. L'événement inspire à Warhol plusieurs séries sur Jackie Kennedy.
Cette même année, Warhol s'installe dans un loft de la 47e rue Est. Le lieu tapissé de papier d'aluminium deviendra pour plusieurs années la factory, c'est-à-dire la fabrique, l'usine. À la fois l'atelier de Warhol et le lieu où il reçoit. Les artistes de New York s'y pressent. En 1963, Warhol achète une caméra 16 mm. Il tournera une centaine de films, des scènes improvisées par ses amis qu'il transforme en superstars. À l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité mondiale. Andy Warhol est hanté par l'idée de célébrité. Il lance des peintres, des acteurs, des groupes rock comme le Velvet Underground. Il aura aussi son journal, Rendez-vous de gens riches et fameux. Il tourne même un film avec Liz Taylor à Rome en 1973. Comme elle, il est devenu une superstar internationale. Suo libro era per terra. Okay. Now, will you take a picture of me? Très vite, dès l'époque de Ten Lises, Warhol a décidé de prendre lui-même, à l'aide d'un Polaroid, les photographies sur lesquelles il travaillera ensuite. D'abord celles de ses visiteurs et de ses amis, qu'il transforme en tableaux par sérigraphie. Il fait un retour remarqué au pinceau, en ajoutant à ses portraits des touches plus ou moins larges, tantôt translucides, tantôt opaques. Enfin, de riches clients, aspirant au surcroît de gloire qu'apporte un portrait de Warhol, viendront payer très cher leur image. Warhol, passé la quarantaine, devient un peintre mondain et l'un des plus cotés. 3,3 million selling right then. Fair warning, 3,3 million. Michael, your bit, 3,3 million. La tradition classique du portrait conférait à ce genre une valeur mémoriale. Il s'agissait de conserver pour les générations futures l'image d'un personnage qui avait des raisons de rester dans les annales de son clan, de sa profession ou de l'histoire de son pays. Le portrait devait être ressemblant et en même temps montrer le caractère, l'âme du personnage. La photographie puis le cinéma ont relayé la peinture. Les images des stars d'Hollywood sont multipliées et diffusées partout. Elles entrent dans notre mémoire, dans nos rêves. Leurs traits sont gravés en nous, comme le sont les traits de nos proches. That music. That awful music. I hear that music. I still hear it. It's getting closer, closer. Sebastian! Help! Utilisant la photographie, Warhol ne s'éloigne pas de l'exigence classique de mimétisme. Mais ne subsiste dans ses portraits que l'essentiel des traits du visage. La sérigraphie, détruisant relief et modelé, efface l'expression de Liz. Du léger sourire, elle est passée à une sorte de gravité morose. Il n'y a plus de carnation, ni peau, ni teint. Et partant, ni révélation, ni émotion, ni rayonnement. Juste une empreinte, un effluve d'images, un vestige. Et pourtant, un portrait de Warhol est reconnaissable de façon instantanée.
en un flash aussi bref que celui qu'il a généré, il laisse une forte trace dans la mémoire. Marilyn et Lys sont devenues des icônes, comme la Joconde. Elles ont le même pouvoir de sidération, de fascination. Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n'avez qu'à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Il n'y a rien dessous. Pochoir, photographie, sérigraphie relèvent de la même démarche. C'est une façon de mettre la main du peintre à distance, d'en évacuer la manière, voire d'éliminer tout à fait sa présence. Plus de style, plus de touche, plus de présence physique de l'artiste, mais seulement les aléas de la reproduction mécanique d'un objet. Des images simples, pas de métaphores, pas de messages. Cette volonté de dépersonnalisation, ce refus du style, cette espèce de passivité timide qui caractérise Warhol, l'ont fait classer dans le courant du pop art avec quelques autres adeptes du détournement des images de la consommation et de la publicité. Mais Warhol fait bien plus. Artiste d'un rare narcissisme, il est son principal modèle et produit des dizaines d'autoportraits. Warhol est aussi un peintre journaliste. Il a pu être comparé à Manet car sa façon de faire rappelle les curiosités éclectiques du peintre d'Olympia. Émeute raciale, conquête de la Lune, révolution culturelle en Chine, règne universel du dollar. Lys et Marilyn forment avec Jackie Kennedy une sorte de trinité de femmes fatales, elles-mêmes soumises à la fatalité de la petite ou de la grande histoire. Toutes trois sont marquées par la mort. Et Warhol révélera un jour l'origine de ses portraits de Lys. Elizabeth Taylor, j'ai commencé il y a bien longtemps quand elle était tellement malade que tout le monde disait qu'elle allait mourir. Maintenant, je retravaille dessus. Je mets des couleurs brillantes sur les lèvres et sur les yeux. Que la mort ait été un des thèmes principaux de l'artiste, le catalogue de ses œuvres en apporte des preuves abondantes. Accident d'avion, accident de voiture, chaise électrique, suicide, crâne humain. Et c'est peut-être là, en effet, une des façons de lire le portrait de Lise. La sérigraphie dépouille le visage de sa chair et ne laisse subsister que l'os de l'image. Le visiteur de musée se trouve devant ces 10 visages répétés. Que voir? Que penser? Comment combattre la monotonie? Il s'approche, il s'acharne. Il découvre une petite tache blanche sur le nez de la première Lise. Il la retrouve à la rangée inférieure, mais pas sur le visage voisin de la même rangée. Une balafre noire à gauche du second visage se répète à la rangée inférieure. Elle est encore présente, cette fois très légère, en 3e position. Et on en perçoit des effluves dans d'autres portraits.
Les défauts, les bavures, les tâches, les superpositions appartiendraient donc à l'œuvre. Peut-être y a-t-il là des indices qui mèneraient vers la résolution des énigmes du tableau. Désillusion. Ces accidents ne racontent rien d'autre que la genèse technique de la toile. Le visiteur persévère cependant. S'il prend le premier visage comme référence, le second lui paraît bizarre. Lise semble avoir 2 nez de plus, comme si elle était vue à la fois de face et de profil, à la façon des portraits cubistes. Dans le troisième visage, les bavures se déplacent vers le bas. La joue, cette fois, perd son arrondi. Une maladie de peau la fait bourgeonner. Plus loin, un excès de noir sur le menton simule un soupçon de barbe. Le visage répété de Lise engendre des monstres. Le visiteur explore ensuite l'image comme un paysage abstrait. Les alternances de noir plus ou moins denses, de gris plus ou moins diffus, créent des reliefs moutonnants, des ténèbres profondes, percées parfois de vagues lueurs. Des nébulosités troubles, entre nuages et fumées, des déserts éblouissants, parsemés de rares végétations. Enfin, ayant épuisé tous les parcours, toutes les rêveries, toutes ces oscillations entre fascination et désillusion, entre attirance et répulsion, le visiteur revient au portrait lui-même. Malgré les métamorphoses que Warhol lui a fait subir, le visage conserve son entière identité. Bouche, cheveux, sourcils noirs, regard. L'actrice est aussitôt reconnaissable à un petit nombre de signes. Le visiteur découvre qu'elle appartient désormais de façon indélébile à sa propre mémoire. Non seulement ce visage est Lise Taylor, mais c'est aussi Andy Warhol, ou plutôt un Andy Warhol. Paradoxe, le traitement répétitif destiné à rendre l'image plus triviale, la dégradation volontaire de l'icône, la marque de la mort, lui restituent son caractère sacré et une sorte d'immortalité. Quand je mourrai, je ne veux pas laisser de reste. Je voudrais disparaître. Les gens ne diraient pas « il est mort aujourd'hui », ils diraient « il a disparu ». Mais l'idée des gens qui se transforment en poussière me plaît vraiment, et ce serait somptueux de se réincarner dans une grosse bague au doigt de Lise Taylor.